Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Les premiers pas du pape François, l'élu argentin conserve la simplicité qui le caractérise et dit vouloir faciliter le dialogue interreligieux. Lors de sa première messe, il a aussi appelé l'Église à se purifier, estimant qu'elle n'est qu'une ONG compatissante si elle ne suit pas le Christ. Notre invité ce soir, l'historien Philippe Levillain. François Hollande presse l'Europe de lever l'embargo sur la livraison d'armes aux opposants syriens. Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait souligné l'unité de vue entre la France et la Grande-Bretagne. Les deux pays pourraient se passer de l'avis européen pour trouver une issue à un drame qui a déjà fait 70 000 morts. L'accord trouvé entre partenaires sociaux pour sauver le régime des retraites complémentaires semble ouvrir la voie à de nouveaux efforts demandés pour le régime de retraite général. Le gouvernement s'en défend. Qu'en est-il réellement? L'analyse tout à l'heure de Jean-Louis Gombaud. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Première messe présidée par le pape François à la chapelle Sixtine avec les 114 cardinaux qui l'ont choisi. Dans une courte homélie, il a déclaré que l'Église n'est qu'une ONG compatissante si elle ne suit pas le Christ. Il a aussi lancé un appel à la purification de l'Église, et tandis que des voix se font entendre pour dénoncer son rôle passé sous la dictature militaire argentine, des millions de catholiques à travers le monde saluent sa simplicité et son naturel. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Le symbole est fort. En choisissant un jésuite au Vatican, les catholiques ont voulu renouer avec les valeurs d'une église des pauvres. Mais visiblement, si le pape François a bien reçu leur formation intellectuelle, jamais il ne s'est engagé, comme beaucoup d'entre eux, dans ce qu'on appelle la théologie de la libération, un mouvement de gauche. C'est un pape qui a fait le choix d'un engagement auprès des pauvres, puisqu'il a vendu son palais épiscopal, qui vit très simplement, qui va dans des bidonvilles, mais il ne veut pas le faire dans le cadre de la théologie de la libération, puisque la théologie de la libération est un mouvement qui s'est développé dans les années 70 en Amérique du Sud, qui partait d'une analyse marxiste de lutte des classes et parfois de lutte armée. Et donc il a dit non, il ne faut pas rentrer dans un combat politique, l'Église doit rester en dehors de ces combats politiques. Hors des combats politiques donc, même pendant la dictature en Argentine, mais sa pauvreté affichée, ses critiques de la corruption et du libéralisme font de lui un homme aux idées ambiguës. Le nouveau pape, il est à la fois très conservateur sur les questions morales, n'est-ce pas, sur les questions de mœurs, sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur le mariage homosexuel. Là-dessus, il ne se distingue pas de Benoît XVI, il est même en quelque sorte plus conservateur que Benoît XVI, comme beaucoup de gens venus du Sud, dans l'Église catholique, et en même temps sur des questions sociétales, sur la question de la condition du travail, de l'égalité, de la justice, de la finance, sur la question de la condition de la femme, etc. Il peut se montrer effectivement très progressiste. En élisant un pape proche des pauvres, le Vatican envoie un signal fort. Il souhaite purifier son image, salie dernièrement par les affaires. Et nous parlerons tout à l'heure des premiers pas du pape avec notre invité, c'est l'historien et membre de l'Institut Philippe Levillain. Mais d'abord, dans le reste de l'actualité ce soir, c'est François Hollande qui presse l'Europe de lever l'embargo sur la livraison d'armes aux opposants syriens. Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait souligné l'unité de vue entre la France et la Grande-Bretagne. Les deux pays pourraient se passer de l'avis européen pour trouver une issue à un drame qui a fait 70 000 morts. Les détails avec Julie Hulin. Il y a 2 ans débutaient les révoltes populaires en Syrie. 2 années d'un conflit sanglant. Si l'Union européenne a pris plusieurs fois des sanctions contre le régime de Bachar el-Assad, les 27 ont toujours décidé de bloquer les livraisons d'armes. La France souhaite faire changer les choses. La position que nous prenons, et qui est aussi d'ailleurs celle des Britanniques, c'est de demander aux Européens maintenant de lever l'embargo pour que les résistants aient la possibilité de se défendre. On ne peut pas accepter qu'il y ait ce déséquilibre actuel avec d'un côté l'Iran et la Russie qui livrent des armes à Bachar et de l'autre les résistants qui ne peuvent pas se défendre. Une annonce confirmée par François Hollande cet après-midi à Bruxelles. Nous devons faire pression et montrer que nous sommes prêts à soutenir l'opposition. Et c'est ce que je vais dire aussi à mes collègues européens. Et de ce point de vue,
les Britanniques et les Français sont d'accord pour cette option. Le couple franco-anglais prêt à soutenir la rébellion, le sujet divise les partenaires européens. L'Allemagne a notamment mis en garde contre une militarisation accrue qui pourrait rendre la situation encore plus instable. L'opposition syrienne a salué immédiatement la position de Paris et Londres. Les Russes et l'agence officielle syrienne évoquent eux une violation du droit international. À Bruxelles, l'Union européenne a assuré cet après-midi qu'il était possible de discuter sans délai de l'opportunité de lever l'embargo. À défaut d'unanimité pour retirer cette mesure, Paris et Londres ont prévenu, ils prendront la décision de livrer des armes à titre national. Et j'ajoute que demain, 2 ans après le début du conflit syrien, aura lieu une manifestation internationale. La vague blanche pour la Syrie, son principe est simple, demander aux citoyens du monde entier de manifester à la même heure locale, de 19h jusqu'à 19h30. À Paris, la manifestation se tiendra place du Panthéon. François Hollande a évoqué justement la situation syrienne en arrivant tout à l'heure à Bruxelles, mais le conflit n'est pas, du moins officiellement, au menu des discussions. Les dirigeants européens tentent de trouver quelle dose de flexibilité est nécessaire dans l'assainissement des finances publiques pour relancer la croissance. Les détails avec Sandra Cerquera. Quartier européen de Bruxelles, quelques milliers de manifestants venus dire non à l'austérité. Au cœur du cortège, les syndicats. Quand on adopte un pacte budgétaire européen qui est dans une logique restrictive, quand on adopte un budget européen qui est dans une logique restrictive, je crains fort que la croissance et l'emploi tel qu'ils l'envisagent, c'est plus de la communication qu'autre chose. Ce que nous exigeons des décideurs européens, c'est de mettre fin, de mettre un terme aux politiques d'austérité et de mettre en route des politiques de relance. À quelques centaines de mètres se réunissent les dirigeants des 27. Et c'est tout l'enjeu de ce nouveau sommet. Austérité ou croissance, que faire face à la récession qui sévit en Europe? Pour la première fois depuis longtemps, ce sommet ne se fait pas sous la pression de la crise financière. La discussion aura donc une dimension plus politique, avec en toile de fond le rejet du Parlement européen du projet de budget pour 2014-2020, en baisse pour la première fois de son histoire. Le Parlement entend peser et tout est donc à refaire pour trouver un compromis d'ici à juillet. L'enjeu est bien de définir quelle politique de relance adopter pour plus de croissance, alors que les chiffres du chômage sont désastreux. Avec d'un côté toujours le camp de la rigueur mené par l'Allemagne et Angela Merkel, et de l'autre celui de la croissance avec la France et François Hollande. Et la France est à la peine, sa demande de délai pour ramener le déficit public à 3% du PIB devrait attirer les critiques de ses voisins. Et la réforme des retraites qui se dessine en France est très observée à Bruxelles justement par l'ensemble des partenaires européens. Alors est-ce un signe avant-coureur des efforts à venir? En tous les cas, patronat et syndicats sont tombés d'accord hier pour que les pensions de retraite complémentaires progressent moins vite que l'inflation. Autrement dit, les retraités vont subir une baisse de leur pouvoir d'achat. L'objectif étant de sauver ce système dont le déficit atteint aujourd'hui 4,5 milliards d'euros. Avec nous sur le plateau du 22h pour en parler, nos chroniqueurs, Stéphane Rosès pour l'analyse politique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Sonia. Et avec nous pour le décryptage économique, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, cet accord a été obtenu sur le régime des retraites complémentaires et même si l'exécutif a surveillé de près ces négociations, ce sont les partenaires sociaux qui avaient la main. Qui ont la main, d'ailleurs, M. Sapin les a félicités. Vous avez sauvé le système des retraites et pourtant il n'est pas impliqué directement puisque c'est uniquement les partenaires sociaux. Mais ce qui intéresse M. Sapin, c'est le principe. Quel principe a été pris? Il y en a eu deux. Premièrement, oui, on dit les patrons comme les syndicats à l'augmentation des cotisations. Oui, on dit les syndicats au gel partiel et différencié des salaires. Partiel parce que ce n'est pas un gel total. Ensuite, c'est uniquement pour une période de 3 ans. Et différencié parce que les cadres, du moins les anciens cadres, paieront plus que les retraites, disons, de base. Par exemple, pour une retraite de 3 000 € par mois, pour un cadre, ça va lui coûter ce gel partiel de l'ordre de 300 € dans l'année. Une retraite de 5 000 € pour un cadre, ça va lui coûter en gros 700 € pour l'année. Mais pour une retraite de 1 700 €, ce gel partiel va lui coûter moins de 70 €. Donc, il y a véritablement quelque chose de différencié selon les revenus. Alors, quand va arriver le dossier de la réforme des retraites de base, celle qui intéresse directement l'exécutif, c'est-à-dire M. Sapin, il va dire aux partenaires sociaux, enfin,
Vous avez accepté le gel partiel et différencié des retraites. Vous avez accepté la hausse des cotisations. Au nom de quoi, sur les retraites de base, vous n'accepteriez pas le même principe? Et donc, on remarque en quelques semaines, pour 2 dossiers, la question de la flexibilité du travail qui a été adoptée par les partenaires sociaux le 11 janvier dernier et qui va faire l'objet d'une loi, et peut-être maintenant les retraites, où c'est les partenaires sociaux, une fois encore, qui ont la main, et on fera peut-être une loi à partir des principes adoptés par ces mêmes partenaires sociaux. Ils ont la main, ils ont aussi du temps laissé par le gouvernement, alors que le gouvernement pourrait ne pas laisser du temps, et même la prérogative au Parlement, en utilisant ce que l'on appelle les ordonnances, qui permettent à l'exécutif de prendre des décisions qui relèvent normalement de la compétence de l'Assemblée nationale et du Sénat pour aller plus vite. Est-ce que tout cela n'est pas contradictoire? C'est pas tout à fait contradictoire, parce que d'ailleurs, hier, M. Hollande, lorsqu'il a dit à Dijon, cette affaire, a mis en avant cette affaire d'ordonnance, il a invoqué la rapidité et l'efficacité. Et effectivement, la France en matière de normes, puisqu'il a parlé de l'efficacité sur les normes, est un grand producteur de normes. Il y en a 400 000 en France et on en produit 1500 par an supplémentaires. Donc il a dit, ça commence à bien faire, ça bloque tout, et donc je vais prendre des ordonnances sur la question des normes, et effectivement, ça va beaucoup plus vite d'enlever une norme par un trait de plume que de mettre en branle tout le système parlementaire. Monsieur Hérault a précisé, oui, ça sera uniquement des normes sur la question du logement. Mais c'est très important, parce que quand vous parlez de normes sur le logement, il y a non seulement les normes écologiques, mais les normes foncières, par exemple, le plan d'occupation des sols. Et donc on se trouve devant un système un peu bizarre, où sur les questions sociales, au nom du social, ce sont les partenaires sociaux qui vont imprimer le rythme aux parlementaires, et au nom de l'efficacité, les parlementaires vont être doublés en disant mais il faut aller plus vite, et donc c'est moi qui vais décider. On a là une évolution très importante, je crois, de l'évolution de la démocratie parlementaire en France. Merci beaucoup Jean-Louis. On va commenter justement cette phrase de François Hollande prononcée lors de son déplacement à Dijon. Le président a fait l'éloge de la vitesse pour bousculer les lourdeurs administratives. On l'écoute. Le premier blocage, c'est la lenteur, à laquelle trop de monde s'habitue, partout. Eh bien, nous devrons aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de toutes les décisions. Un État fort, c'est un État simple. Un État puissant, c'est un État rapide. Et c'est cette conception-là de l'État qui doit jouer tout son rôle, mais en changeant ses méthodes, ses procédures et ses approches, que nous pourrons avoir nous-mêmes la responsabilité de la sortie de crise. Alors Stéphane Rosès, pourquoi François Hollande, le partisan du temps long, de la concertation et du respect de la démocratie et du temps parlementaire, s'est, semble-t-il, converti à la vitesse? Jean-Louis Gombault a dit beaucoup de choses. C'est au nom, effectivement, de l'efficacité de l'État. Mais vous avouerez que pour le simple citoyen, c'est pas très facile à comprendre. Parce que pendant la présidentielle, François Hollande mettait en avant à la fois la démocratie sociale, l'écoute des partenaires sociaux pour bien réformer, et à la fois l'idée que Matignon, la démocratie parlementaire et politique devait être respectée et restaurée. Oui. Donc sur le fond, on ne peut sans doute pas remettre en cause l'idée des ordonnances, mais effectivement, il faut préciser les choses. De quoi s'agit-il d'une part? À quoi ça s'applique de l'autre? Donc on a vu que Matignon avait un tout petit peu clarifié les choses, mais derrière tout ça... Un recours aux ordonnances de manière exceptionnelle, a dit Jean-Marc Ayrault. C'est ça. Mais derrière tout ça, pour les Français, le sujet n'est pas tant est-ce qu'il faut aller vite ou lentement, mais pourquoi, jusqu'où et à partir de quelle cohérence. Et je dirais, là nous sommes en train de parler de modalités, de méthodes, mais ce qui manque aux Français pour s'approprier le travail qui est fait, c'est pas tant les questions de méthode que les questions de où va-t-on? Jusqu'où va-t-on? Oui, de cap. Quand le président de la République, par exemple, a dit ces derniers jours qu'il avait un cap et qu'il a défini 5 objectifs, non, c'est pas ça, un cap.
Un cap, c'est pas la définition de quelques éléments de programme. C'est résoudre un certain nombre de problèmes qui est de savoir est-ce que l'objectif c'est le redressement du pays tout au long du quinquennat ou l'amélioration du chômage sur le court terme? Est-ce que c'est conserver notre modèle économique et social ou le réformer? C'est plus encore que hiérarchiser, c'est quel est le propos de la France dans le monde? Comment s'articulent les différentes contraintes entre compétitivité, solidarité? Et c'est ça, me semble-t-il, que les Français attendent essentiellement. Tout n'est pas donc une question de temps, il faut savoir où on va. C'est bien C'est cela. où on va et quel est l'objectif. Merci Stéphane Rosès et Jean-Louis Gombault. Restez avec nous. Dans un instant, on accueille notre invité. C'est l'historien et membre de l'Institut, Philippe Levillain. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Mounir Soussi. La bataille des prétendants UMP pour la mairie de Paris débutera officiellement le 31 mai, date de lancement des primaires ouvertes désignant leurs candidats au municipal de 2014. Tous les électeurs inscrits à Paris pourront participer à ce scrutin électronique. Pour le premier tour, le vote s'étendra du 31 mai au 3 juin et si besoin, le second tour se tiendra du 7 au 10 juin. Nathalie Kosciusko-Morizet est en lice. Autres candidats déclarés, Rachida Dati, Jean-François Legaré et Pierre-Yves Bournazel. Tous trois dénoncent déjà un processus complexe et opaque. 3 règlements de compte en 15 jours, une nouvelle vague de violence touche Marseille. En réaction, le ministère de l'Intérieur annonce le déploiement de 240 policiers et gendarmes supplémentaires. J'ai décidé pour les prochaines semaines et dès les prochaines heures d'envoyer sur Marseille pour occuper le terrain, pour mener les opérations anti-drogue dans les cités, d'envoyer sur Marseille 2 compagnies républicaines de sécurité et 2 escadrons de gendarmerie. C'est tout à fait exceptionnel. En septembre dernier, le gouvernement avait lancé un plan pour la sécurité de la ville en déployant 205 hommes et en créant une nouvelle zone de sécurité prioritaire. Des funérailles sous le signe de la colère. Les obsèques d'Adel Khazri, l'homme de 27 ans qui s'est immolé par le feu mardi au cœur de Tunis, se sont transformées en manifestation anti-Ennahda, le parti islamiste au pouvoir. Quelques heures plus tard, le nouveau gouvernement dirigé par Ali Larayed prenait officiellement ses fonctions au cours d'une passation de pouvoir avec le Premier ministre démissionnaire Hamadi Djebali. Principale mission de cette nouvelle équipe, faire adopter une nouvelle constitution. Accélérer la procédure législative, optimiser le temps des débats, le président du Sénat voudrait rendre le Parlement plus efficace. Jean-Pierre Bel demande une réunion à son homologue de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, dans laquelle les bureaux des 2 chambres se pencheront sur ces thèmes. Le président de la Chambre haute affirme que cette annonce n'est pas en lien avec la question des ordonnances. Hier, le gouvernement a ouvert la porte à cette méthode pour réformer plus vite. Première messe présidée par le pape François à la chapelle Sixtine avec les 114 cardinaux qui l'ont choisi. Dans une courte homélie, il a déclaré que l'Église n'est qu'une ONG compatissante si elle ne suit pas le Christ. Il a également lancé un appel à la purification de l'Église. On parle de ses premiers pas, de ses premiers mots avec notre invité Philippe Levillain. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes historien, spécialiste de la papauté et de l'histoire du catholicisme et membre de l'Institut. Merci d'être avec nous. Alors, depuis hier, le monde entier, ou presque, trouve toutes les qualités au pape François. On loue sa simplicité, son naturel, on vante les mérites de cet homme de prière, homme de Dieu. Est-ce que la réalité, ces mots que l'on a entendus aujourd'hui, est-ce que tout cela colle à cette image qui se construit peu à peu ? Tout à fait. Je crois que ce qu'on sait du passé du cardinal Bergoglio devenu pape François, et non pas François Ier, corrobore. C'était un homme qui effectivement avait une vie simple au milieu de sa population, au milieu d'une sorte d'archidiocèse de Buenos Aires. C'est même une légende, je veux dire que je crois d'ailleurs que ce pape hérite d'une légende qui va brouiller bientôt son image, parce qu'il va être obligé de marcher dans Rome, il l'a fait le soir même, comme Pie IX le faisait en 1949, quand il était au sommet de son zénith au XIXe siècle. Il va être obligé de laisser la Papa Mobile, je veux dire que c'est quelque chose qui devient une réputation encombrante. Mais c'est une réputation qui, pour l'instant, rappelle un peu celle de Jean-Paul Ier. On a dit à peu près les mêmes choses aussi sur ce pape bonhomme, etc. C'est d'ailleurs une image assez conforme de tous les papes. Jean XXIII, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, il était... Jean-Paul II, moins pour Jean-Paul II. Sensible à la pauvreté, au problème de la mondialisation. Oui.
Oui, mais ça c'est autre chose. Je parle des apparences, enfin, de ce qu'on appelle la construction de l'image. Il est obligé de construire une image sur des images que l'on véhicule à grande force, je veux dire, de véhicules. Bon, après c'est autre chose. Comment est-ce qu'il va passer des images à la réalité de l'exercice d'une fonction? C'est une charge. C'est la charge vicaire du Christ. Ce soir, sa sœur, la sœur donc de François, Maria Elena Bergoglio, a dit pauvre homme, en imaginant la tâche qui l'attend. Hein, c'est elle qui a peut-être prononcé la phrase la plus juste. C'est-à-dire qu'entre 1958, l'élection de Jean XXIII, et 2013, l'élection de pape François, le monde a complètement changé et la papauté encore plus. Je veux dire, le pape maintenant est devenu un globe-trotteur, il faut qu'il soit polyglotte, celui-là l'est presque. La charge est éprouvante parce qu'il faut aussi gouverner non seulement 1 milliard et plus de catholiques, mais aussi un monde administratif qui est un peu indépendant, qui est un peu rebelle, comme l'a prouvé les enquêtes de Vatilix, à tort. D'autre part, je dirais, une multitude de diocèses qui réclament aussi une sorte d'autonomie, une participation meilleure à ce qu'est l'exercice de la charge et du magistère. D'où, effectivement, ce qu'on a remarqué à juste titre. Le pape a dit qu'il était évêque de Rome, il a beaucoup itéré, réitéré, il a très peu parlé de la fonction pontificale. Il se veut évêque de Rome, donc en fait successeur de Saint-Pierre, mais vicaire du Christ, mais évêque parmi les évêques, au-dessus des primus episcopus. Et son autorité, les 114 cardinaux, lui témoignent déjà une obéissance inconditionnelle. Tout de suite, il n'a pas à acquérir une autorité, elle l'habite déjà, si je peux m'exprimer. Il l'habite, je dirais que pour le coup, ce choix est une transaction. Il n'y a pas de doute que les 114 cardinaux ne savaient pas très bien qui choisir entre le cardinal Scola, le cardinal Ouellet, entre le cardinal Scherer, entre Vous allez le me dire cardinal... que c'est un choix par défaut? C'est pas un choix par défaut, c'est un choix de négociation, parce qu'il voulait, aller assez vite, parce qu'il y a quand même vacance du siège. D'autre part, il voulait trouver quelqu'un qui soit une figure, effectivement, de serviteur. Donc, il ne pouvait pas faire un conclave politique, il devait faire un conclave spirituel. Et donc, je dirais, d'une certaine façon, les 114 voix se sont reportées sur les voix de 2005, en disant, écoutez, la continuité, c'est aussi celle-là. Donc, nous prenons le cardinal Bergoglio, qui d'ailleurs a dû réfléchir, parce qu'il me semble qu'il a dû certainement être au courant du fait que les voix montraient très puissamment. Entre 2005 et 2013, il a dû penser à plusieurs choses. Il a bien dû voir la dégradation de ce qu'était la figure pontificale et l'exercice du pouvoir. Il est donc préparé à sa lourde charge. Alors en lisant les journaux argentins, aujourd'hui traduits sur le site du Courrier International, il y a beaucoup de réactions d'hommes et de femmes qui sont choqués par ce choix. Regardez cette phrase et je vous la lis. Je suis si angoissée et furieuse, les bras m'en tombent, il est arrivé à ses fins, c'est la personne idéale pour cacher la corruption morale. C'est un expert cachotterie. Le message est signé de Graziella Iorio, c'est la sœur du prêtre Orlando Iorio qui a dénoncé donc le pape, Georges Mario Bergoglio, comme le responsable de son enlèvement et des actes de torture qu'il a subis pendant 5 mois en 1976. Eh bien, je dirais que ça fait partie automatiquement de ce que l'on dit quand une personnalité arrive à la charge qui lui est conférée. Il y a forcément des gens qui déterrent des affaires. Oui, l'affaire du prêtre en question pas se passer si c'est la réalité. C'est aussi un fantasme. C'est-à-dire qu'il est certain qu'il n'a pas donné la communion à Videla, il n'a pas non plus dénoncé ce prêtre aux autorités qui étaient aux autorités dictatoriales. Il y a une espèce de jeu de miroir qui fait que naturellement, les gens qui veulent considérer que l'action de Bergoglio n'a pas été suffisante, car il a était obligé quand même d'être assez patient avec un régime qui était très dur, que son image est considérée comme négative. Vous dites patience, certains disent silence coupable. Oui, mais on a fait la même chose pour Benoît XVI. Oui. On a dit qu'il appartenait aux jeunesse hitlérienne. C'est faux, il était enrôlé de force. On a dit aussi que pour Paul VI, il y avait des problèmes, je dirais, de relations intrapersonnelles avec certaines personnes. C'est fatal. Je veux dire que le pouvoir qui est distribué est bien temps contesté. Et je veux dire, ça fait partie de l'exercice du pouvoir. Il a dû y penser. Une des raisons, peut-être, du choix différé, et de l'acceptation différée, que peut-être il s'est dit que des calomnies montraient en 2005 et qu'il a bien vu en 2013 qu'elles étaient finalement terminées et sont probablement justifiables. C'est aussi une des raisons peut-être du refus de 2005. À venir aussi, c'est le choix important de son secrétaire d'État, c'est le secrétaire d'État du Saint-Siège. Qui sera-t-il? Est-ce que selon vous, il faut reconduire Bertone? Je pense que le pape ne peut pas reconduire le cardinal Bertone avec la meilleure volonté du monde, parce que c'est quand même l'objet de toutes les cibles depuis 2 ans. Donc ce serait... Oui, Stéphane Rosel, vous êtes d'accord? Non, mais allez-y. Ah non, j'y connais rien. Non, j'écoutais avec une grande attention ce qui était dit. Il ne peut pas le faire. Il peut le faire pour 3 mois pour la passation des pouvoirs. D'ailleurs, en général, un pape n'aime pas reconnaître le secrétaire d'État. Jean-Paul II était
très mal à l'aise avec le cardinal Villot, français. Le cardinal Villot a eu la bonté de mourir en janvier de l'année suivante, en janvier 59. Mais il n'avait pas redoublé, il avait simplement promu pour un certain temps. Non, le cardinal secrétaire d'État est capital. Si le pape François ne trouve pas un vrai cardinal secrétaire d'État, il ne pourra pas. Mais explique-nous son rôle. Est-ce que c'est une sorte de Premier ministre? Oui, c'est ça. Voilà. Donc il va gérer le gouvernement et les affaires courantes. Des attaques de Absolument. Wikileaks. Donc. Alors une solution possible, c'est qu'il prenne, si je veux dire, le second, c'est-à-dire celui qui est venu après lui dans l'ordre des voies. C'est ce que Pie XII a fait en 1939. Il a pris le cardinal Maglione, qui était tête à tête avec lui, et il l'a pris comme secrétaire d'État. On ne connaît pas le second, parce que c'est secret pour le moment. On le saura. On le saura si c'est lui qui est nommé secrétaire d'État. Beaucoup de gens savent tout, Charbonnet ne le disent pas encore. Les Américains sont très bons là-dessus. On saura tout, même le nombre de voix. Donc c'est une façon de faire. Mais peut-être qu'il va prendre quelqu'un... Ah bon, les voix d'église sont pénétrables. Impénétrables, donc pénétrables. Il faut qu'il prenne quelqu'un qui ait une connaissance de la curie. On donne des noms de gens qui ne connaissent pas la curie, qui sont des gens très sympathiques. Donc c'est là le dilemme. Ne pas connaître la curie et chercher quelqu'un qui connaisse la curie. Qui est-ce? Et on sera, je dirais, l'orientation de ce pontificat, la force, l'exercice du caractère, sera lié au choix de la personne qu'on saura bientôt. S'il garde le cardinal Bertonnet, je pense que le pape, là, n'est pas très bien parti pour une gouvernance nouvelle. Sa messe inaugurale aura donc lieu le 19 mars prochain. Est-ce que c'est le discours qui doit marquer un pontificat? Il y avait le fameux « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II. Benoît XVI, je ne sais pas quelle phrase vous avez retenue de son discours pour sa messe inaugurale, mais c'est un discours important? Oui, parce que ce qui est très important, c'est que le soir de son élection, donc hier, le pape n'a rien dit, sauf qu'il saluait le peuple romain, qu'il saluait à travers Rome le grand diocèse de Pierre, et c'est tout. Il n'y a pas eu de discours au monde, il n'y a pas eu de cosmologie, comme l'avait laissé entendre Jean-Paul II, quand il a dit qu'il venait du froid et qu'il laissait entendre qu'il venait d'un pays communiste. Là, il n'y a rien. Donc je pense que si programme il y a, qui serait plutôt l'option pour les pauvres, avec, je dirais, les ramifications que ça suppose, il sera exposé le jour de ce qu'on appelait autrefois le couronnement, et qui est la prise de possession maintenant. Avec la présence de différents chefs d'État du monde. Alors ça, c'est une chose aussi qui m'intéresse, c'est le protocole. Oui. Parce que ce pape est quand même obligé de tenir compte d'un minimum de protocole. Son chef du protocole, Monseigneur Marigny, est gêné, parce qu'il voit très bien que le pape résiste au protocole actuel. Est-ce que les chefs d'État vont venir? Est-ce que les reines vont venir en blanc? Les reines catholiques. Est-ce que les délégations sont des délégations prévues par le protocole, ou est-ce que le pape va demander au contraire que ce soit des gens ordinaires qui soient au premier rang et que les rois et les reines, comme dans Ruy Blas, soient plutôt relégués? Oui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment qu'hier, ce geste qui est une première visiblement, à écouter les spécialistes dont vous êtes, qui est de s'adresser aux fidèles assemblés pour leur demander de prier pour lui, est-ce que ce n'est pas un message qui semble dire « je vais avoir besoin de votre soutien » à l'intérieur du Vatican, comme Vatican, ça a été une façon d'appeler l'extérieur pour venir aider l'intérieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un appel, je dirais, à la mobilisation de l'opinion publique par bienveillance. La bénédiction, c'est un acte de bienveillance, et c'est une opinion publique qui doit être éveillée à surveiller que le pape soit protégé. Et il y a là un appel à protection qui fait que les critiques qui sont classiques de l'opinion publique, qui commencent déjà avec la fameuse lettre de la dame qui dit « écoutez, voilà », il demande à l'opinion publique d'avoir un geste à son égard. Alors le mot pietosa, ce n'est pas compassion, c'est plutôt tristesse. Voilà, c'est le mot qui a été prononcé tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a eu hésitation sur la traduction de ce mot, mais c'est donc ce pape fait confiance, ce sera un problème pour lui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'appelle le pape François, pas premier, qui aurait porté à confusion, et que François, ça renvoie à Saint François d'Assise. C'est un mélange entre la spiritualité jésuite et le dénuement des franciscains, qui est une chose assez étonnante, puisque on sait que Saint François ne parlait pas le latin. Merci Philippe Levillain, merci messieurs pour votre attention. Et comme tous les jeudis tout de suite, c'est la semaine d'actualité en dessin, croquée par Hervé Baudry. Regardez.
Et voilà pour tous ces dessins de la semaine. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain à 19h. Belle soirée, je vous dis à lundi. Avec plaisir, bien sûr. Le dernier. Les gens pensent que on va sauver le Mont-Saint-Michel, mais on le sauve de quoi? Vous aurez du mal à rencontrer des personnes qui mettent en cause le projet de rétablissement du caractère maritime. C'est une horreur. On fait que ça, on fait Moi, ça je de dis marcher. sincèrement, c'est une horreur. Dans certains quartiers... Immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain... Magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Le voici qui trône à l'entrée de la baie. Un joyau dans son écrin, la merveille de l'Occident. Le Mont Saint-Michel. À l'origine, un simple îlot posé dans une grande plaine sablonneuse, au sommet duquel fut construite en 709 une abbaye en l'honneur de l'archange Saint-Michel. Destination de pèlerinage depuis, le mont est aujourd'hui un haut lieu du tourisme mondial, classé au patrimoine de l'UNESCO, aimé de tous, fréquenté chaque année par des millions de visiteurs. Depuis toujours, il a fallu rendre possible l'accès du public au Mont Saint-Michel, cet appendice terrestre fragilement arrimé au continent. Au printemps de cette année, les conditions d'accès, qui étaient restées les mêmes pendant un siècle, ont été entièrement transformées. Il faut désormais passer par différentes étapes pour parvenir jusqu'au rocher. La première, se garer dans un parking depuis lequel commence une marche. Oula, 40 minutes à pied. Bon ben, je vais prendre la navette, hein. Ah, encore 200 mètres. Me voilà dans la navette pour 2 km. Une fois la navette repartie, vous voilà au pied du mont, presque. Encore 300 mètres et vous y êtes. Maintenant, le parking, c'est très loin. Avec le arrêt de navette, il faut marcher 15 à 20 minutes de parking. Il y a 2 ans, moi je suis venue, j'ai fait la traversée du Mont Saint-Michel, je me suis régalée, je suis venue avec ma voiture et tout, là, celle-là, j'ai pu me garer, j'ai pu faire tout ça. Là vraiment, c'est la cata. Moi je dis, c'est la cata. Ce qu'expérimentent aujourd'hui les nombreux touristes qui se rendent au Mont Saint-Michel est le fruit d'un projet mis en route en 1995, en pleine campagne présidentielle. Et tandis que Lionel Jospin visitait, on l'a vu il y a un instant, les châteaux de la Loire, Édouard Balladur, lui, était au Mont Saint-Michel pour prendre un bon bol d'air, mais aussi et surtout pour développer son programme en matière de défense de l'environnement. Reportage José Blanc-Lapierre et Arnaud Le Goff. Quand Édouard Balladur parle du Mont Saint-Michel, il cite Maupassant, un colosse de dentelle, un bijou de granit. Mais le monument le plus visité de France s'enlise, prisonnier des sables. Et depuis 20 ans, aucun projet pour le sauver n'a pu voir le jour. Alors aujourd'hui, la décision vient d'être prise. 550 millions de francs seront consacrés à des travaux pour rendre le Mont Saint-Michel à la mer. Si on avait tout laissé faire, dans 50 ans, ça devenait une presqu'île, ça n'était plus une île. Eh bien voilà, c'est ça la politique de l'environnement. C'est de respecter à la fois les intérêts économiques des hommes et des femmes et en même temps préserver le cadre naturel et l'histoire de notre pays. Et l'histoire, je le répète, le Mont Saint-Michel, c'est une part de l'âme et de l'histoire de la France. Il fallait absolument le sauver. Selon les spécialistes, il y a une cause principale à l'ensablement du Mont Saint-Michel, la présence d'une digue-route qui le relie au continent. Fin connaisseur de l'histoire du mont, Henri Decans nous explique que pour le relier à la terre et y accueillir un public toujours plus nombreux, les solutions trouvées ont toujours dû s'adapter aux conditions particulières du site. Au cours des siècles, le mont a été à la fois un centre de pèlerinage et une abbaye bénédictine. L'historien.
les pèlerins arrivaient à pied, à marée basse, car il n'y avait pas de digue. Mais au milieu du 19e siècle, on souhaitait récupérer un certain nombre de polders, parce que les sédiments de la baie sont extrêmement riches pour certaines cultures. Et on a donc, pour accélérer la sédimentation, construit des digues, et notamment, en 1878-79, la digue insubmersible qui permet de venir au mont. Ça a facilité le développement des pèlerinages du 19e siècle, mais ça a aussi facilité l'essor du tourisme. Et à partir de 1901, on va construire sur la digue un petit tramway à vapeur qui va relier Pontorson et le Mont-Saint-Michel. À chaque fois qu'un tramway à vapeur arrivait, il y avait près de 1000 personnes qui pouvaient débarquer au mont. Et puis, peu à peu, le tramway a été remplacé par la voiture automobile et le parking. C'était des parkings qui étaient recouverts par la mer, à marée haute. Donc des parkings qui étaient submersibles. C'est ce spectacle d'un parking sauvage au pied du mont que les visiteurs ont connu au cours des dernières décennies. Jusqu'à 4000 véhicules pouvaient stationner sur la Tangue, le sable de la baie. Tout cela a pris fin le 28 avril 2012, année du changement, et date à laquelle on a définitivement coupé l'accès de la digue aux voitures. Au terme du projet prévu pour l'été 2014, elle sera détruite pour être remplacée par un pont-passerelle actuellement en construction. Le parking, lui, a été déplacé à 3 km au sud. Après 10 années consacrées à de nombreuses études, la phase opérationnelle des travaux a commencé en 2005. Un projet dont le budget global s'élève à 200 millions d'euros. C'est Laurent Beauvais qui, en qualité de président de la région Basse-Normandie, dirige depuis 2008 le syndicat mixte de la baie, qui gère l'ensemble des travaux. C'est un projet qui va loin dans le passé. Le grand chef. Le syndicat mixte composé uniquement de collectivités a été chargé d'un certain nombre de travaux, maîtrise d'ouvrage, mais à l'époque, arrêtant l'enveloppe budgétaire, une décision importante a été prise aussi de confier par la voie d'une délégation de service public la réalisation d'une partie des ouvrages et d'une fonction extrêmement importante qui est la fonction d'acheminement des touristes vers le Mont-Saint-Michel. C'est donc Veolia Transdev qui s'est vu confier en 2009 la construction d'un gigantesque parking de 450 000 m² et 4 000 places. Cette société privée, filiale de Veolia, est aussi chargée de l'organisation et de l'exploitation du système des navettes. Système double qui compte 5 montoises, réservées aux montois et employés du Mont, et 6 passeurs, réservés aux touristes. Le cahier des charges que le syndicat a eu, puisque c'est quand même le syndicat qui porte la réalisation des travaux, comprenait notamment le fait que nous ne pouvions pas interrompre l'accès des touristes au Mont-Saint-Michel. Donc la conception de ces travaux s'est faite de telle façon que aujourd'hui, continuellement, les touristes, même si le mode d'accès a changé, les touristes continuent à avoir accès au Mont-Saint-Michel. Et on voit par exemple la cohabitation de la digue actuelle, très ancienne, et d'un pont-passerelle qui est en train de se réaliser à côté, en parallèle. Et il y aura un jour, avant l'été ou l'automne 2014, la digue sera fermée et le trafic passera sur le pont-passerelle et nous pourrons ensuite démolir la digue pour que l'eau passe sous le pont-passerelle. C'est un projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Et c'est un petit peu l'image du Mont-Saint-Michel au péril de la mer. Les pèlerins, autrefois, ils prenaient des risques pour venir au Mont-Saint-Michel. Et je crois que c'est une bonne chose de faire en sorte que la mer entoure plus souvent le mont. Pour rendre au Mont-Saint-Michel son caractère maritime, il faut se rendre maître de la mer et des marées. C'est pourquoi la première pierre à l'édifice des grands travaux fut le barrage, construit entre 2006 et 2009. Cet ouvrage de béton et d'acier est la clé de voûte de la révolution hydraulique que propose le projet. La finalité du projet, en fait, est d'abaisser les fonds aux abords du mont pour que sur une année, on ait beaucoup plus de marées hautes qui entourent le mont. L'ingénieur. Ce barrage est très particulier dans le sens où c'est vraiment un prototype. Il a été construit vraiment pour cette opération. Donc c'est un ouvrage d'art qui a
déjà la particularité d'être ouvert au public. Il a vraiment été conçu pour avoir dans la partie amont la partie technique, donc avec une vue plus sur la rivière Couesnon, sur les vérins, sur les vannes, etc. Et sur la partie aval, en fait, il offre une vue unique sur le Mont Saint-Michel. Ce nouveau barrage va recréer en fait artificiellement des lâchers d'eau pour redonner au Couesnon son pouvoir érosif qu'il a connu avant l'ancien barrage, puisque avant l'ancien barrage, la mer s'engouffrait dans le Couesnon et à marée descendante, on avait des débits qui étaient très importants dans le fleuve. Donc ce barrage va réguler ces débits et va redonner au Couesnon une force pour éroder les fonds aux abords du Mont Saint-Michel. Alors si par hasard ce soir on revient à minuit et demi, si on a un gros problème, la hauteur d'eau dans la baie au-dessus de vos têtes sera de 10,10 m. Il va pas faire chaud, puis ça va être profond surtout. Stéphane Guénaud aime et fréquente la baie depuis son plus jeune âge. Il y organise des randonnées depuis presque 20 ans. Est-ce qu'on pourra toujours traverser la baie dans 2 ans et demi? C'est vrai qu'on est complètement dans le flou. Le randonneur. Alors l'inconvénient des lâchers d'eau, c'est que bien la durée actuellement, on dit c'est environ 2-3 heures de lâcher d'eau. Mais par contre, on n'est pas au maximum des capacités du barrage. Et quand on sera à un maximum, d'après les responsables du barrage, on va être aux alentours de 5 heures. Donc il faut savoir qu'une traversée, c'est 6 heures, le temps de la marée basse. Donc vous comprenez donc la difficulté ensuite d'organiser les traversées tout en évitant le lâcher d'eau. Donc par rapport à l'ensablement de la baie, on parle des travaux, mais il faudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, la baie sans sable. Alors déjà, je vais faire une carte de la région. Donc ici, on va mettre le Cotentin, Cherbourg. Ensuite, on va vers Caen. Là, la baie du Mont Saint-Michel. Ouais. Bon, la Bretagne, on va assez vite, c'est pas très intéressant. Voilà. Alors, on va revenir à ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire l'ensablement de la baie. Donc, que nous disent, on va dire, les promoteurs du projet? Ils nous disent que la digue, longue de 2 km, est responsable de l'ensablement de la baie. Ben non. Alors, si on prend une moyenne, bien sûr, la mer monte en moyenne à 4-5 km/h. Il y a un moment d'étale, et ensuite elle repart. Mais on a remarqué qu'elle repartait moins rapidement, à 2 km/h environ. Donc progressivement, eh bien, la baie s'est comblée. Et aujourd'hui, on est arrivé au point de voir le Mont Saint-Michel pris par les sables. D'accord? À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ensablement de la baie? C'est un phénomène naturel. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi on désensable le Mont Saint-Michel alors? Si c'est un phénomène naturel. Voilà, donc en définitive la réponse c'est pour la carte postale. Parce qu'on pense que s'il n'y a pas d'eau autour du Mont Saint-Michel, il y aura moins de touristes. Ah, les touristes. Le Mont Saint-Michel en attire chaque année presque 3 millions. C'est le 2e site le plus visité de France. En pleine saison, ce sont jusqu'à 20 000 visiteurs par jour qui prennent le rocher d'assaut pour une durée de visite moyenne de 3h30. Un quart des visiteurs sont étrangers et une famille y dépense en moyenne autour de 55 €. Depuis cet été, les acteurs économiques et culturels du site accusent une baisse d'environ 20% de la fréquentation, que beaucoup attribuent au grand chamboulement engendré par le projet. Si cette baisse a affecté l'ensemble de la France, elle installe malgré tout un climat d'inquiétude parmi ceux qui, sur le mont, vivent du tourisme. Perchée au sommet du rocher, l'abbaye est la première à s'en inquiéter. Ces premiers mois ont été des mois de baisse de la fréquentation pour l'abbaye du Mont Saint-Michel. L'administrateur. Cette baisse de fréquentation, évidemment, n'est pas neutre pour le Centre des Monuments Nationaux. On ne peut pas occulter le fait que, budgétairement, ça peut nous poser des problèmes. Nous sommes dans un système de péréquation. Ces 5 monuments sur 96 qui sont excédentaires au Centre des Monuments Nationaux, et ces 5 monuments permettent aux monuments déficitaires, les 90 autres, de rester ouverts. Donc une baisse de fréquentation sur un monument aussi fréquenté qu'ici n'est pas neutre. Nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics qui gèrent les nouvelles conditions d'accès depuis longtemps sur ce sujet, et je suis persuadé qu'ils comprennent très bien l'enjeu que ça constitue pour nous. Alors si les visiteurs hésitent aujourd'hui à gravir les 374 marches qui mènent à l'abbaye, cela voudrait-il dire qu'ils en ont déjà plein les pattes? Petit rappel de ce qu'entraîne la nouvelle organisation pour le touriste.
On arrive en voiture au parking situé à 3 km du Mont. Une fois garé, il faut marcher une première fois 950 mètres au bord ou au milieu de la caserne jusqu'à la place des Navettes. On monte alors dans les passeurs qui roulent 2 km en va-et-vient à raison d'un départ toutes les minutes 30. On est ensuite déposé au bout de la digue-route où il faut encore parcourir à pied les derniers 350 mètres pour enfin arriver aux portes du Mont. Et une fois la visite terminée, c'est le même parcours dans l'autre sens. Immanquablement, cela ne fait pas que des heureux. Le parking est atroce. Le chauffeur danois. Les gens sont fatigués, irrités. Certains sont très en colère contre les conditions d'accès. Il n'y a aucun endroit où s'asseoir, pas de toilette, rien. J'ai envisagé un moment de dire à ma compagnie que je ne viendrai plus ici, parce que c'est trop difficile pour notre clientèle. Difficile, peut-être, mais a-t-il jamais vraiment été simple de parvenir jusqu'au Mont-Saint-Michel? Éric Vanier, le maire, se souvient de ce que voulait dire venir au Mont avant le 28 avril 2012. C'est mon 4e mandat, donc le premier je l'ai fait en 1983. Le maire. Quand ils arrivaient, souvent ils sortaient d'embouteillage, ils marchaient dans un parking plutôt boueux. Ils avaient, comme vue du Mont-Saint-Michel, un grand parking, des cars, des camping-cars, enfin tout ça. Et ils arrivaient donc un petit peu, je dirais, un peu excédés. Aujourd'hui, ils arrivent dans un parking accueillant. Bon, ils marchent un peu. Ils ont des navettes, un système qui marche quand même parfaitement bien. Et ils arrivent dans un nouveau Mont-Saint-Michel, plus silencieux, plus respectueux. Alors moi je suis venue enfant, donc j'ai le souvenir effectivement de pouvoir m'approcher en voiture assez près. Maintenant moi ça me gêne absolument pas ces aménagements, je trouve ça plus agréable d'avoir un Mont-Saint-Michel un petit peu plus comme dans un écrin en fait, un peu protégé. Je trouve que ça lui donne encore plus de valeur. Les personnes qui se plaignent ont parfois la mémoire courte, c'est qu'avant, en moyenne, en saison, les gens marchaient, en étant garés sur le parking maritime, environ 1,2 km. C'est le point, une étude très précise avait été faite au moment de ce grand projet pour justement savoir jusqu'à combien de mètres, de centaines, voire de kilomètres, les gens étaient habitués de marcher au Mont-Saint-Michel pour ne pas faire une trop grande différence à ce niveau-là. 1,2 km à l'aller, 1,2 km en retour, on est exactement dans les mêmes ordres de distance qu'aujourd'hui. En fait, cette étude a établi que le départ des navettes au nord allonge la distance de marche moyenne du visiteur d'environ 1 km. Ce point précis continue d'alimenter la polémique, mais aussi les réflexions du syndicat mixte qui étudie la possibilité de l'amender. Dans les arbitrages que nous avons pris, en choisissant de démarrer au nord, nous choisissions aussi un tarif, 8,50 € le véhicule dans le parking, la navette gratuite, qui restait, comparé à ces 6 €, une augmentation, certes, et on le regrette, mais en même temps un tarif, comparé à d'autres sites ailleurs en France, qui restait très en deçà de ce qui se pratique ailleurs. Aujourd'hui, nous avons un parking à 8,50 €. Demain, au minimum, si nous allons au sud, c'est un parking à 12,50 € et je dis même que très rapidement, l'équilibre économique se fera à 14 €. 14 €, c'est dissuasif. De toute façon, dans ce modèle économique, Veolia considère dès aujourd'hui qu'il y aura une perte de volume de visiteurs entre 5 et 10%, qui viendrait s'ajouter à la perte de visiteurs de cette année. C'est insupportable pour l'économie locale. La florissante économie locale dont parle M. Vanier, il en est justement un des 3 principaux acteurs. Le maire du Mont est aussi le PDG du groupe La Mer Poulard, qui possède près de la moitié des commerces du Mont intramuros et de nombreuses chambres d'hôtel et de restaurants, dont certains se trouvent au lieu-dit La Caserne. La caserne est devenue au cours des dernières décennies une zone commerciale tampon qui concentre une part de l'activité de consommation des touristes et participe à la régulation du flux de leurs déplacements. Aujourd'hui, les visiteurs ne la traversent plus en voiture, mais à pied. Pour le groupe L'Assaut des Tours, qui détient la majorité des hôtels et restaurants qui s'y trouvent, la nouvelle installation ne constitue pas un véritable manque à gagner. L'allongement de la distance entre le parking et le rocher a en revanche des conséquences plus concrètes pour les affaires du site intramuros. Les 40 chambres et 800 places de restaurants dont s'occupe Patrick Gaulois sont toutes sur le Mont, et pour lui, le nouveau parcours qui mène jusqu'à ces établissements est la source de quelques inquiétudes.
Le but premier, c'est d'arriver au Mont-Saint-Michel, c'est pas de rester dans la caserne. L'aubergiste. Qu'on ait fait des parcs attractifs, etc., tout autour du Mont-Saint-Michel, dans une zone de 25 km, c'est très bien. Mais le but premier reste et restera le site intramuros du Mont-Saint-Michel avec son abbaye. Et c'est pour ça que les gens y viennent. Si demain, les parkings, même payants, sont avec un départ au sud, les gens viendront nous voir. Ils viendront nous voir, et ça, je peux vous le garantir. Lorsque vous discutez avec les gens de l'extérieur, ils vous disent « on nous a volé le Mont-Saint-Michel, on ne peut plus y accéder ». Bien sûr qu'ils peuvent y accéder, mais il faut voir à quelles conditions. Voilà. Alors revenons à des choses plus terre-à-terre et plus sérieuses. Les contraintes posées par le projet collectif public de rétablissement du caractère maritime, ces contraintes sont venues percuter un peu des intérêts, entre guillemets, économiques, qui étaient des intérêts qui se développaient parce que jusqu'alors, rien n'avait été fait pour organiser les choses et rien n'avait été fait pour dire attention, quand en plus, ces mêmes partenaires économiques sont des acteurs de la vie politique locale, pour certains, les choses sont encore plus difficiles. S'il avait fallu que j'attende sa finalisation pour pouvoir développer mes entreprises par rapport à des stratégies, j'aurais terminé ma vie, je dirais, comme je l'ai commencé, c'est-à-dire avec pas grand-chose. J'ai construit ma vie professionnelle d'un côté, j'ai donné au service public, je dirais, du Mont-Saint-Michel ma part, comme d'autres, comme bien d'autres. Et je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Donc c'est un mauvais process. Et là encore, ce n'est pas à la hauteur de l'ambition du projet. Les travaux de ces dernières années ont eu pour conséquence l'éloignement du parking et des navettes, mais pas seulement. Construire le nouveau parking en amont de la caserne et en confier l'exploitation à une société privée impliquait d'interdire son accès aux voitures. La route qui auparavant traversait le lieu-dit jusqu'au mont est aujourd'hui fermée par une barrière. Hormis quelques exceptions, il faut désormais payer pour la franchir. On va passer de la zone libre à la zone occupée. On va tenter tout au moins de franchir la ligne. Ce n'est pas gagné, vous allez voir. Bonjour. Oui, bonjour, je voudrais aller déjeuner à la caserne. Est-ce que vous avez un code? Non, j'ai pas de code de réservation parce que j'ai pas encore choisi mon établissement. Vous pouvez pas m'ouvrir, il faut que j'aille sur le parking payant alors. Il faut uniquement des réservations, donc il faut... D'accord, il faut que je paye 8,50 € donc pour accéder à la caserne. Non, mais je tenais à vous le faire préciser, c'est tout, il n'y a pas de problème, monsieur. L'empêcheur de tourner en rond. C'est la première fois que l'on voit ça en France, d'instaurer un péage pour entrer dans une commune. Les communes sont toutes libres d'accès, sauf certaines communes qui ont fait des zones piétonnes. Mais ce sont des districts, ce sont des petites parties. Ici, on a bloqué 3 communes, parce que nous sommes sur le territoire du Mont-Saint-Michel, derrière moi. Nous sommes ici à Beauvoir et un petit peu plus loin à Ardevon. Philippe Catonnet est le prolifique auteur d'un blog où il expose ses arguments et ceux des nombreux autres opposants au projet. Il est aussi un membre actif de l'Association pour un libre choix d'accès au Mont-Saint-Michel, qui regroupe montois, riverains et commerçants. Sur les 3 millions de visiteurs par an, les chiffres de fréquentation ont prouvé que c'était 500 000 riverains de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine qui se rendaient régulièrement au Mont-Saint-Michel. C'est des visites en famille. Les locaux venaient le soir, gratuitement à partir de 19 h. Ils pouvaient donc faire un tour de rempart, aller manger une crêpe, se promener librement dans leur patrimoine. Aujourd'hui, ils en sont privés de ce droit. Ce que nous demandons, c'est que le passage soit libre pour ceux qui ont réservé dans les hôtels et les restaurants, que Veolia attribue des codes gratuits et non plus des codes payants, parce que ce code payant, c'est un octroi. Nous revenons au Moyen-Âge et on fait payer le transport des biens et des personnes. Ici, on ne vous dira pas le contraire. Depuis avril 2012, le mont est plutôt vide le soir. Les habitants de la baie, adeptes des visites de proximité, sont aussi les plus directement concernés par les récents changements. Pour certains, le mont est une ressource économique directe et pour tous, il est l'objet d'un fort attachement sentimental, fait de souvenirs et d'habitudes.
Le Mont-Saint-Michel appartient, je vais dire, à tous les Normands. C'est quelque chose qui fait partie de notre paysage quotidien. On a l'habitude de le voir. Enfin, moi, j'ai fait mes premiers pas sur les grèves. Et c'est vrai, on a l'impression qu'on nous en éloigne. Les gens de la baie. Nous sommes allés avec ma fille à vélo, mais on a trouvé ça très désagréable parce qu'arrivé au pied du mont, on nous a demandé on nous a dit que les vélos étaient interdits. Alors premièrement, on n'avait pas vu déjà le panneau, puisque sur la route, il n'y a pas de panneau interdiction vélo. L'accès des vélos a été un sujet que nous avons traité, que nous continuons à traiter. Il est probable que ceux qui, au début des années 90, ont décidé de transférer le parking n'ont pas complètement intégré ce fait de société aujourd'hui qui est l'usage des vélos. Je me suis heurté à des difficultés particulières, des difficultés liées par exemple à des règlements ou à des exigences que les commissions des sites ou que les commissions des monuments historiques ont mis quant à la possibilité éventuelle d'un parking à vélo au pied du Mont-Saint-Michel. Voilà, on nous a dit non, c'est pas possible, parce que environnement, parce que respect du paysage, par respect du monument. Pour ceux qui vivent du loisir équestre dans la baie, l'enjeu est cette fois économique. Les randonnées sur la baie du Mont-Saint-Michel représentent 60% de notre chiffre d'affaires. Et l'on voudrait nous interdire le stationnement des chevaux au Mont-Saint-Michel. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. Et on nous interdit à l'avenir d'utiliser le pont passerelle. Lorsque le pont passerelle sera en activité, la digue sera détruite. Elle devrait d'ailleurs l'être en partie très prochainement. Et c'est pour ça, les demandes que j'ai actuellement par des agences allemandes et japonaises, je ne sais pas comment y répondre. Vais-je pouvoir continuer? Je n'en sais rien. C'est un très grave problème. Inévitablement, ce sentiment de dépossession, je le comprends, il faut que d'autres habitudes se prennent, d'autres modes dans l'accès, des comportements changent, car si nous n'avions rien fait, je pense qu'un jour ou l'autre, nous aurions eu de vraies difficultés et que peut-être les dégâts auraient été plus importants dans 10 ans, dans 15 ans. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Il a à peu près le charisme de mon frigidaire. C'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans que je travaille à la mairie dans son opposition. La phrase la plus longue qui m'est adressée, c'est de me dire « Bonjour Madame Josan, comment allez-vous » Mais de qui parle-t-elle? Tout simplement de celui qui, dans la vie politique française, essuie traditionnellement le plus de critiques, à savoir le Premier ministre. Alors, Jean-Marc Ayrault est-il victime de son style ou de sa fonction? Comme avant lui, François Fillon, que penser de ses recadrages et de l'autorité qu'il cherche à imposer? Et comment se sort-il de ses premiers mois à la tête du gouvernement? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, le locataire de Matignon. Déshabillons-les. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. Comment va la Chine? Elle change de président, de Premier ministre, de gouvernement, mais les Chinois eux-mêmes, comment vont-ils? Cette semaine, sur Public Sénat, on vous raconte donc l'histoire de mesdemoiselles Wang, Lei et Tong. Quand vous aurez vu ce film, vous ne regarderez plus les Chinoises de la même façon. Le débat présenté par Benoît Duquesne, dimanche à 10h sur Public Sénat.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Public Sénat. On refait ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement avec nos invités, des parlementaires qui vont venir réagir à ces différents thèmes d'actualité abordés cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Je vous rappelle les questions qui ont été posées, des questions sur le Mali, sur la situation au Mali, sur la dépendance, le Grand Paris, l'accord de compétitivité au sein de Renault ou encore les réformes constitutionnelles envisagées par le gouvernement. Ces différents points, on les aborde immédiatement avec nos invités. Le premier, c'est François Patriat. Bonjour, sénateur socialiste, président de la région